Bonjour tout le monde, bienvenue à ce mercredi du 5 juin 2024. Aujourd'hui, on va parler des dossiers de crédit et des prêts hypothécaires. Mais juste avant de commencer, je tenais à remercier tous nos auditeurs. On est rendu à 40 700 abonnés, plus de 300 000 vues. Alors, merci. On ne s'attendait pas à être aussi populaire sur YouTube. Surtout qu'on a démarré la chaîne, en fait, on a commencé les premières vidéos en novembre 2023. Donc, à peine 8 mois plus tard, on a dépassé le 40 000 abonnés. Alors, merci beaucoup. Pour ceux qui aimeraient suivre les webinaires en live, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner sur notre infolette en allant sur le site web afpf.ca. Donc, vous abonnez à l'infolette et vous allez recevoir les invitations de connexion pour participer à nos webinaires. Alors, on va commencer sans plus tarder. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Académie de formation et de prévention de la fraude, eh bien, on a été créée en 2020 par moi-même et ma cofondatrice Claudia Aubry, qui est spécialisée en cyberinvestigation. Donc, on avait un désir d'offrir aux professionnels des outils pour pouvoir se prémunir contre la fraude. Et d'ailleurs, c'est notre mission, hein, parce qu'il y a une célèbre citation du général Sun Tzu, qui est un général chinois qui a écrit le livre L'art de la guerre au Moyen Âge et qui disait, si tu ne connais ni ton adversaire ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, le but, c'est de donner aux professionnels des outils pour être en mesure de combattre ou contrer les fraudeurs. Alors, ces outils-là sont donnés, en fait, offerts à travers notre plateforme de formation asynchrone, c'est-à-dire que c'est une formation que ce sont des formations que vous pouvez suivre à tout moment du jour, c'est préenregistré et c'est sur divers sujets, là, tant sur le blanchiment d'argent, les faux documents, les faux avis de cotisation, la lutte au crime, le vol d'identité et ainsi de suite. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, Sylvain Paquette, je suis cofondateur de l'Académie de formation et prévention de la fraude. Je suis également en gestion et prévention de la criminalité financière pour l'Académie. Je suis aussi vice-président pour la section du Québec de l'Institut canadien du crédit, qui est une association professionnelle de directeurs de crédit qui existe depuis 1928 au Canada. Je suis aussi auteur du livre La face cachée des bureaux de crédit qui a été publié en 2011. Je suis parrain de plusieurs regroupements de victimes de fraude. Je suis porte-parole et consultant dans les médias d'information. Je suis aussi reconnu par diverses associations professionnelles en tant que dispensateur de formation continue. Et je suis l'organisateur du colloque sur la fraude qui a lieu à chaque année à Montréal. Je suis également membre de plusieurs associations, donc membre non certifié de l'ACFE, la CFCS, ACIS et le Centre canadien francophone d'analyse géostratégique. Je suis également co-animateur de l'émission Histoire de fraude que vous pouvez écouter sur CKVL 100.1 FM. Alors, vous pouvez aller sur le site ckvl.fm et écouter les podcasts de nos émissions. Alors, je vous invite à le faire. Ce sont des émissions très intéressantes sur les différents types de fraude et comment les contrer. Alors, l'objectif des mercredis, maintenant, on a appelé ça les mercredis parce qu'on le donne à tous les 2 mercredis. Donc, cette formation a pour objectif d'aider les professionnels à parfaire leurs connaissances sur les dossiers de crédit consommateurs. Cela leur permet d'aider à leur tour leurs clients afin qu'ils réalisent leurs projets, particulièrement dans le contexte de ralentissement économique que nous vivons actuellement. De plus, ils seront en mesure de mieux protéger leurs clients des personnes, entreprises et cliniques de crédit proposant des services de rétablissement qui ne sont pas toujours correctement réglementés contre les fraudes et les abus, donc incluant les frais exorbitants et les manquements dans l'accomplissement des obligations. Alors, on vous donne ici tous les outils en tant que professionnel. Les consommateurs peuvent écouter aussi ces formations-là, donc c'est bon pour tous, mais particulièrement, ça s'adresse en premier lieu aux professionnels. Alors aujourd'hui, on parle de dossier de crédit et prêt hypothécaire. Alors, on a un avis de non-responsabilité. Donc, cette formation n'est destinée que pour des fins éducatives seulement. Elle ne constitue en rien un avis juridique. Je ne suis pas avocat.
Alors, toute utilisation non autorisée du contenu de cette formation est proscrite et peut entraîner des poursuites judiciaires. La FPF et ses partenaires se dégagent de toute responsabilité quant à l'information que vous aurez apprise dans cette formation et l'usage que vous en ferez. Donc, on va voir dans un premier temps la définition. Ensuite, on va voir les étapes de la préparation, l'analyse des dossiers de crédit, la mise à jour du dossier de crédit, les procédures et contestations et la conclusion. Donc, question de mise en contexte, le dossier de crédit, c'est vraiment la clé, on pourrait dire même la clé de voûte pour obtenir un prêt hypothécaire, puisque si on n'a pas de dossier de crédit, les prêteurs ne seront pas en mesure d'établir, d'une part, le risque, mais également les habitudes de paiement du consommateur. Donc, pour l'achat d'une propriété ou le refinancement, le dossier de crédit est un élément majeur. Maintenant, au niveau de la définition, eh bien, qu'est-ce qu'un dossier de crédit? Eh bien, c'est un document qui regroupe plusieurs informations sur votre situation financière, donc plus particulièrement sur vos habitudes de paiement. Il permet aussi de vous identifier, de connaître votre niveau d'endettement, mais surtout savoir si vous remboursez vos dettes. Donc, à savoir si vous êtes en honneur ou en déshonneur avec vos obligations. Maintenant, qui détient mon dossier de crédit? Eh bien, au Canada, on a deux entreprises privées qui sont en fait en bourse, là, mais qui est Equifax et TransUnion. Donc, ces compagnies s'occupent de réunir, de garder à jour et de rendre disponibles à leurs clients, qui sont les banques, les informations relatives à l'état de vos finances personnelles. Les clients des bureaux de crédit payent un certain tarif pour avoir accès au dossier de crédit des personnes à qui ils pensent accorder du crédit. Il y a encore des pratiques commerciales de ces agences de crédit. Eh bien, jusqu'à tout récemment, donc à partir de 2021, en fait, c'est maintenant l'Autorité des marchés financiers qui veille à faire appliquer la loi sur les agents d'évaluation de crédit qui encadre les pratiques commerciales de ces agences. Et il y a une autre juridiction également qui est la Commission d'accès à l'information qui, elle, veille à l'application de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Et c'est également la commission qui désigne qui va devenir un agent d'évaluation de crédit avec l'AMF. Et c'est ce qui fait que ces derniers deviennent encadrés par l'AMF. Donc, leur rôle est très important puisque le rôle de la commission, c'est d'appliquer la loi et de rendre des décisions avec leurs tribunaux. Donc, les gens l'ignorent, là, mais il était possible depuis, en fait, 1994, d'apporter des corrections sur un dossier de crédit, mais les consommateurs l'ignoraient tout simplement. Donc, les étapes de la préparation maintenant. Donc, pourquoi qu'on devrait vérifier notre dossier de crédit avant de faire une demande de prêt hypothécaire? D'abord, il faut savoir qu'il y avait une étude qui avait été faite par le Public Interest Research Group, qui est une association de consommateurs panaméricaine, qui avait déterminé que 79 des dossiers de crédit avaient des erreurs dedans et que dans 25 des cas, ça conduit à un refus. Donc, par exemple, si vous avez un pointage de 780 et que vous auriez dû avoir 850, c'est pas ça qui va vous empêcher de passer pour une hypothèque. Par contre, si vous avez un pointage de 610 et que vous auriez dû avoir 680 ou 720, eh bien, ça peut faire toute une différence. Alors, qu'est-ce qui cause ces erreurs? Eh bien, on a dans notre chaîne YouTube une présentation, donc une vidéo qui explique c'est quoi qui cause les erreurs. Donc, on vous invite à aller visionner. Ensuite, les incohérences entre Equifax et TransUnion. Donc, puisque ce sont deux agences privées dont les fournisseurs de crédit envoient de l'information à travers ce qu'on appelle un ruban. Donc, anciennement, c'était des roulettes d'ordinateur, des rubans, c'était téléchargé, puis c'était apporté à tous les mois entre les institutions financières vers Equifax et TransUnion pour mettre à jour la base de données.
Sauf que depuis maintenant l'avènement de l'informatique qui s'est grandement amélioré, maintenant ça se fait sur des fichiers CSV, donc c'est transféré, un peu comme un tableau Excel. Donc les institutions financières vont mettre à jour l'information là-dessus et le transférer là, à tous les mois, ou même plusieurs fois par mois chez Equifax et TransUnion pour mettre l'information à jour. Donc il arrive souvent qu'il y a de l'incohérence entre les deux dossiers de crédit. Donc, sur un, on peut être très beau et sur l'autre, l'image peut être complètement différente. Donc, il faut s'assurer que les deux dossiers de crédit sont cohérents, c'est-à-dire que l'information rapportée est la même. Ensuite, mettre à jour certaines informations de nos fournisseurs de crédit. Bon, une information qui date de plus de 90 jours, bien, elle nécessite d'être mise à jour parce qu'elle ne l'est plus. Donc, il y a certaines informations qu'on doit corriger comme ça. Éviter d'être coincé dans un processus d'offre d'achat avec de courts délais. Généralement, lorsqu'on va faire une offre d'achat, on peut avoir un délai jusqu'à 14 jours là, en moyenne pour fournir une preuve de financement. Et si, par exemple, vous découvrez un lapin sur votre dossier de crédit, donc un lapin qui sort du chapeau, et que vous disposez d'un délai aussi court, vous ne serez peut-être pas en mesure de pouvoir apporter certains correctifs. Donc, c'est préférable de toujours faire la démarche au départ, avant même d'entamer quelques négociations, que ce soit pour une propriété ou un refinancement. Et les dérogatoires liés à la fraude et le vol d'identité. Souvent, avec le vol d'identité, les gens ignorent qu'ils se sont fait frauder, que leur identité a été usurpée, et c'est au moment où ils vont contracter une demande de prêt que là, le fameux lapin va sortir du chapeau, et là, les gens vont être pris pour devoir contester cette information-là, et là, on peut parler d'un délai de 90 jours à 10 ans avant que ça soit retiré du dossier de crédit. Donc, bien important de vérifier avant d'entamer quelques démarches que ce soit. Maintenant, cibler et analyser. Donc, quand vous avez vos deux dossiers de crédit devant vous, vous devez cibler les informations qui sont à mettre à jour. Donc, des informations qui ont plus de 90 jours. Alors, ceux-là, on veut les mettre à jour. Ça peut être, par exemple, une agence de collection de recouvrement qui a été payée, que vous avez payé, mais qui n'affiche toujours pas payé. Ou, par exemple, un fournisseur de crédit relatif à un prêt auto qui a été payé puisque vous avez remboursé, vous avez échangé votre voiture et le concessionnaire a remboursé, mais l'information n'a pas été mise à jour sur le dossier de crédit. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi, par exemple, un jugement qui apparaît, qui est inscrit comme dérogatoire, et là, ça a été réglé, donc on peut mettre tout ça à jour. Ça peut être également une faillite ou une proposition qui a été libérée et que l'information n'est pas à jour au dossier de crédit. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle des mises à jour. Maintenant, des éléments à contester. Donc, par exemple, une institution financière rapporte que vous avez eu 3 retards, mais en fait, vous n'en avez eu qu'un seul et vous désirez contester cette information-là. Ou, par exemple, vous avez eu, il y a un téléphone Rogers qui apparaît sur votre dossier de crédit, vous n'avez jamais eu de téléphone avec eux, ils vous réclament un montant, vous voulez contester cette information-là, et ça fait partie d'une contestation. Ensuite, cibler les informations à supprimer, donc des informations qui sont périmées. Par exemple, euh, vous avez été libéré d'une proposition de consommateur et là, la proposition est disparue de votre dossier de crédit, mais il y a encore des comptes qui étaient inclus dans la proposition et qui sont encore rapportés sur le dossier de crédit. Donc ça peut être tout simplement supprimé ou des informations, par exemple, qui ne sont plus d'actualité, donc qui ont plus que qui ont dépassé en fait la période de conservation de données. Donc, ça arrive souvent. Donc, on peut faire supprimer certaines informations et les éléments à corriger, par exemple, dans la section nominative, là où il y a toutes vos informations personnelles, et les informations quant à l'adresse, l'employeur, les numéros de téléphone. Ça peut être aussi des éléments de fournisseurs de crédit qui ne sont pas rapportés correctement. Donc, par exemple, vous avez remis une voiture à la banque, donc vous avez fait une rétrocession volontaire, et là, il y a un solde qui apparaît avec la mention I9, alors que ça devrait être I8, solde à zéro. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont à corriger. Donc, il faut cibler là, vraiment qu'est-ce qu'est-ce qui est la différence entre une mise à jour, un élément à contester, un élément à supprimer et un élément à corriger.
Donc, les types d'informations qu'on leur retrouve sur un dossier de crédit, ce sont d'abord les renseignements nominatifs, donc ce qui sert à identifier la personne quant à son adresse, ses informations personnelles, son emploi actuel, son poste occupé. Donc, tout ça, ça fait partie des renseignements nominatifs. Ensuite, bien les informations financières, donc tout ce qui est relatif aux fournisseurs de crédit et aux habitudes de paiement. Puis ensuite, il y a les informations du domaine public. Donc, ça fait partie de la section des archives publiques dans le dossier de crédit. Tout ce qui est faillite, proposition, jugement, agence de recouvrement, bref de saisie va apparaître dans cette section-là. Donc, l'analyse des dossiers de crédit, comment on doit procéder maintenant? Donc, la première étape, c'est de se procurer une copie de son dossier de crédit. On peut l'obtenir soit par notre application bancaire, puisque maintenant, les institutions financières offrent gratuitement d'avoir accès au dossier de crédit, soit Equifax ou TransUnion. Donc, obtenir une copie du dossier de crédit ou aller sur le site web des agences de crédit et de commander le dossier de crédit. On peut l'obtenir soit en s'abonnant au service mensuel de surveillance de crédit, ou on peut également l'avoir par la poste. Toutefois, il va falloir faire euh, quelques visites dans le labyrinthe de leur site web pour trouver la version par la poste. Mais une fois que vous l'avez trouvé, vous pourrez le commander et même obtenir votre pointage gratuitement. Donc, moi, je recommande qu'il est préférable d'obtenir la version par la poste puisqu'elle comporte beaucoup plus d'éléments que les versions, par exemple, sur le web. La deuxième étape, eh bien, c'est de comparer la cohérence des informations nominatives, publiques et financières. Donc, on regarde en gros les deux dossiers de crédit, on les met côte à côte, là, on compare chacun des comptes. Donc, ils ne seront pas nécessairement dans le même ordre, hein, parce que celui qui est en haut, c'est toujours le dernier qui a été rapporté par la mise à jour. Donc, les comptes changent de place dans le dossier de crédit. Alors, vous les vérifiez un à un et vous notez avec des crayons de différentes couleurs, là, des marqueurs, par exemple, en rouge, qu'est-ce qui est à corriger, en jaune, ce qui est à mettre à jour, en vert, ce qui est à supprimer, et en mauve, là, par exemple, qu'est-ce qui est... vous allez tout simplement annoter comme ça les deux dossiers de crédit. Une fois que vous avez fait ça, vous devez savoir aussi qu'il y a une différence entre Equifax et TransUnion. D'abord, Equifax, au niveau de la période de conservation de données, là, ils vont garder jusqu'à 10 ans. Et ça, c'est récemment. Avant, c'était 6 ans pour les comptes. Maintenant, c'est 10 ans. Ça a été changé il y a quelques semaines. Donc, maintenant, ils vont garder 10 ans d'informations, alors que TransUnion, eux, vont garder 20 ans en arrière. Au niveau des fournisseurs de crédit, certains font affaire avec Equifax, d'autres avec TransUnion. La majorité des institutions financières vont rapporter l'information sur les deux dossiers de crédit, mais vont en consulter un des deux ou les deux pour prendre leur décision. Par exemple, si on va avec Desjardins, avec Scotia et Banque Royale, bien, principalement, si on regarde Desjardins, ils vont concentrer leur processus décisionnel sur Equifax, mais vont rapporter sur les deux dossiers de crédit. Alors que Banque Royale et Banque Scotia vont se concentrer à prendre leurs décisions basées sur le bureau de TransUnion, mais vont aussi rapporter sur les deux dossiers de crédit. Donc, chaque institution financière comme ça ont leur choix et ont des pointages respectifs aussi. Par exemple, si on va consulter sur le site d'equifax.ca notre pointage, eh bien, on va obtenir le Equifax Risk Score, qui est le Equifax, le pointage maison d'Equifax pour des fins éducatives seulement. Donc, ce n'est pas le même pointage pour les prêts hypothécaires ou les autres produits. Donc, ce qui caractérise Equifax, c'est que les institutions financières vont préférer utiliser Equifax pour la variété de leur pointage de risque. Pourquoi? Parce qu'Equifax va offrir des pointages pour les prêts auto, pour les prêts hypothécaires, pour les prêts personnels, les cartes de crédit, pour tous les types de produits et secteurs d'industrie qui existent. Donc, ils ont des pointages vraiment très performants au niveau de l'évaluation du risque comparativement à TransUnion qui, eux, sont moins performants dans les pointages, mais par contre, vont détenir de l'information sur une période beaucoup plus longue dans le temps. Donc, les institutions, c'est ce qui démarque TransUnion d'Equifax. Et vous allez le voir en comparant vos dossiers de crédit, vous allez voir qu'il y a des choses qui apparaissent sur TransUnion
qui vont être là depuis beaucoup plus longtemps et qui n'apparaissent pas chez Equifax. Donc, ne soyez pas surpris, c'est au niveau de la période de conservation de données qu'il y a vraiment une distinction. Maintenant, pour comprendre le pointage, on vous invite à visualiser notre capsule sur les algorithmes de crédit, les algorithmes de pointage que vous allez retrouver sur notre chaîne. Alors, c'est très détaillé, ça vous explique chacun des types de pointage. On vous invite à visualiser cette capsule. S'assurer d'avoir au moins 680 d'Equifax Risk Score avant de souscrire un prêt hypothécaire. Pourquoi? Parce que ce pointage-là est pour des fins éducatives seulement. Mais le pointage que les courtiers hypothécaires ou que les institutions financières vont obtenir est un pointage qui s'appelle le FICO 8 pour prêt hypothécaire. Et c'est un pointage qui est basé vraiment sur le niveau de risque dans l'immobilier. Il tient compte de 12 facteurs pris à partir des statistiques du marché immobilier et plus particulièrement de la SCHL. Donc, il peut y avoir une variance de 30 à 40 points de différence entre le pointage d'Equifax Risk Score et celui que le courtier hypothécaire ou l'institution financière peut obtenir. Donc, assurez-vous d'avoir au moins un minimum de 6,80. Les institutions financières vont aller jusqu'à un maximum de 620, 660 sur le FICO 8, mais sachez que il est préférable d'avoir au moins 680 là, sur l'Equifax Risk Score. La répartition du risque en fonction du pointage, eh bien, le pointage, ça sert à établir un risque de défaillance future au cours des 24 prochains mois ou au cours des 12 prochains mois, dépendamment du type de pointage qui est consulté. Donc, c'est à ça que ça sert. Alors, par exemple, on voit un pointage de 300-549, on parle ici d'un risque à très haut risque, de 550 à 619, un risque, c'est du haut risque. 620 à 649 à risque modéré, 650 à 699 à un risque acceptable et 700 à 749 à faible risque et 750 et plus à très faible risque. Donc, comment ça s'explique tout ça? Vous avez ici un tableau interne d'Equifax qui va vous donner un exemple. Donc, quelqu'un habituellement qui a un excellent crédit va avoir un pointage dans les 800. Donc, si on va voir en haut, dans la colonne de gauche, de 801 à 840, on s'en va dans la colonne de droite, on peut voir que le ratio de mauvais payeurs est de 1 sur 24. Donc, le risque n'est pas très élevé. Les institutions financières vont octroyer du crédit facilement. Maintenant, dès que le pointage descend et qu'il tombe entre 601 et 680, puisqu'on voit les cases plus jaunes, eh bien, dans cette section-là, on parle d'un risque de 1 sur 6, donc 16 de risque. Et dans ce niveau de risque-là, les institutions financières, c'est là qu'ils vont demander le plus de conditions. Donc, par exemple, une mise de fonds supplémentaire, une caution, un co-signataire, des garanties. Donc, ils vont vouloir minimiser les risques. Et dès qu'on tombe en bas de 601, eh bien, on tombe dans le 1 sur 5, donc 20 de risque. Et c'est là que les institutions financières vont tout simplement se retirer et vont laisser place à ce qu'on appelle la deuxième et troisième chance au crédit. Donc, ça va être des institutions qui vont aller sur un risque beaucoup plus élevé. Donc, c'est comme ça que ça marche en moyenne, les pointages. Maintenant, ce tableau-là est adapté en fonction de certains secteurs d'industrie. Par exemple, là, si on regarde en haut, là, les codes d'industrie BB, FS, FC, donc ça vient désigner, par exemple, au niveau des prêts bancaires et des produits spécialisés comme des prêts accordés, et ainsi de suite. Donc, il y a des tableaux comme ça qui existent pour chacun des types d'industries et ça sert à établir le risque de mauvais payeurs en fonction aussi des calculs actuariels là, des algorithmes de pointage. Maintenant, l'étape 4, consulter la section des interrogations de crédit. Donc, ce qu'on veut voir, c'est lorsque vous faites une demande de crédit, est-ce qu'il y a des demandes de crédit qui ont été non consenties? Donc, c'est possible que plus qu'il y a de demandes de crédit dans un délai de 12 mois, plus ça va affecter le pointage. Bon, supposons que vous avez une demande de crédit dans les 12 derniers mois, on parle à peu près un point qui peut être retranché. Mais si vous avez plusieurs demandes et que ça dépasse 5 demandes, eh bien, on peut perdre de 25 points et plus, et ça peut aller jusqu'à 10 du pointage qui peut être affecté.
Donc, on s'assure de voir que les demandes qui sont là sont légitimes. Maintenant, il faut savoir une chose, lorsqu'on signe un prêt, par exemple automobile ou une carte de crédit ou un prêt personnel avec une institution financière, on va donner trois consentements au sens de la loi. D'abord, il y a un premier consentement qu'on donne en vertu de 1398 du Code civil qui dit qu'on est apte à contracter, hein, on est sain d'esprit. Ce consentement-là, il est manifeste. Ensuite, il y a un deuxième consentement en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels qui permet à l'institution financière de rapporter chez un tiers, telle une agence de crédit, vos informations relativement à comment vous allez payer votre prêt jusqu'à ce que l'objet du dossier soit accompli. Donc, si c'est un prêt de 5 ans, ils peuvent rapporter 5 ans et ensuite, ça va rester sur le dossier de crédit selon la période de conservation de données, donc 6 ans ou 10 ans. Et un troisième consentement pour des fins publicitaires dans lequel vous donnez autorisation à l'institution financière de partager avec ses sous-filiales vos renseignements personnels ou même de sortir votre dossier de crédit chaque fois qu'ils ont un nouveau produit avec lequel ils veulent vous solliciter. Eh bien, ce consentement-là, lui, il peut être retiré. Les deux premiers, on ne peut pas les enlever. Mais le troisième, on peut le retirer. Et il y a deux façons de le faire, soit trois en fait, soit en cochant sur la demande de crédit, il y a toujours une case réservée à cette fin. Donc, on dit je ne désirais pas être sollicité pour des fins publicitaires. La deuxième façon, c'est d'appeler tout simplement le service à clientèle et demander d'être retiré de la liste. Et la troisième, c'est d'adresser une demande formelle en passant par la commission d'accès à l'information. Il y a un modèle de lettre qui est là, dans lequel on demande à l'institution de retirer nos renseignements personnels là, relatifs à des demandes pour des fins de publicité. Alors ça, c'est les demandes non consenties. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a certaines pratiques dans les concessionnaires où ils vont faire ce qu'on appelle des demandes de crédit shotgun. Donc, ils vont faire plusieurs demandes dans un court laps de temps. Ils n'ont pas toujours le consentement pour le faire. Alors, s'il y a des demandes qui sont non consenties, ces dernières peuvent être retirées. On va vous expliquer à la fin comment on peut faire ça. Et vérifiez aussi que dans les demandes de crédit, il n'y a pas, dans les 12 derniers mois, qu'il n'y a pas d'agence de recouvrement ou de syndic qui ont sorti votre dossier de crédit. Pourquoi? Parce que s'il y a des agences de recouvrement, ça veut dire qu'il y a peut-être vous avez peut-être un problème, là, donc un créancier qui est en recouvrement avec vous et un éventuel prêteur hypothécaire pourrait vous exiger une quittance de cette agence de recouvrement-là, même si cette dernière n'apparaît pas dans les archives publiques. Alors, bien important, s'assurer qu'il n'y a pas d'agence de collection qui apparaît là, s'assurer qu'il n'y a pas de syndic non plus, parce que s'il y a un syndic, ça laisserait présager que le client a pensé ou est dans l'intention de faire une faillite ou faire une proposition. Alors, on s'assure qu'il n'y a pas ça sur le dossier de crédit dans la section des interrogations. Maintenant, étape 5, vérifier la section des archives publiques. Donc, on veut s'assurer que s'il y a des jugements qui n'ont pas de mention dérogatoire. Qu'est-ce qu'on entend par une mention dérogatoire? Ça veut dire que, par exemple, c'est inscrit dispositif inconnu. Donc, on ne sait pas si le jugement est payé ou pas. On ne sait rien. On ne sait pas s'il a été exécuté. Donc, il faut toujours qu'il y ait la mention là, satisfait ou inclus dans la faillite ou inclus dans la proposition. Donc, bien important. Les comptes en recouvrement, il faut qu'il y ait la mention payé. S'il y a des comptes qui ne sont pas payés, sachez qu'il y a une entente dans la communauté des créanciers qui dit qu'on n'accorde pas de crédit à quelqu'un qui a des comptes ou des jugements en recouvrement. Donc, ça doit être payé. Ils vont exiger une quittance. Donc, il faut s'assurer que ça soit payé avant d'entreprendre quelques démarches hypothécaires. Faillite et proposition, on s'assure d'être libéré depuis au moins 24 mois. Et s'il y a un bref de saisie qui apparaît dans cette section-là, s'assurer que c'est marqué exécuté, réglé ou satisfait. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, section 6, section information bancaire. Généralement, ce qui va apparaître là, c'est des mentions à l'effet si un compte est à découvert et qui est en recouvrement, ou par exemple, s'il y a eu nombreux chèques NSF, eh bien, ça va apparaître dans cette section-là. Donc, on s'assure qu'il n'y a rien dans cette section-là. Ensuite, l'étape 7, la section emploi. On s'assure que l'employeur, que l'information est bien à jour, que c'est le bon employeur qui apparaît, que c'est le bon poste occupé et que les employeurs précédents, ce sont effectivement les bons et que ça respecte les dates. Bien important. Puis, vous allez voir, là, il y a beaucoup d'erreurs qui vont s'infiltrer dans le dossier de crédit et on va vous expliquer là, dans quelques minutes
pourquoi. Puis souvent, c'est la faute du consommateur. Alors, on va voir comment tout ça s'arrange. Alors, section 8, mais c'est la section des fournisseurs de crédit. Donc, on s'assure que les soldes et limites de crédit correspondent. Donc, l'information là, qu'elle date de moins de 90 jours, que les retards, s'il y en a, bien que c'est assez cohérent avec les deux dossiers de crédit, que c'est le même nombre de retards, que les classements sont bons. Souvent, il y a des erreurs qui vont s'infiltrer là. Ce ne sera pas le bon classement. Il faut toujours que ça soit 0 si ça vient d'être approuvé, soit la cote 1 pour dire que c'est payé à jour, la cote 7 si c'est inclus dans une proposition, et la cote 9 avec la mention payé si ça a été dérogatoire. Si c'est une autre cote, 2, 3, 4, 5 ou la cote 8, eh bien là, il y a une problématique. Il faut que l'information soit mise à jour. Ensuite, le type de compte, généralement, il n'y a pas d'erreur sur le type de compte si c'est un compte rotatif, un compte ouvert, à tempérament, hypothécaire, marge de crédit ou location. Les commentaires non dérogatoires. Donc, il faut s'assurer que les commentaires qui sont inscrits sous les comptes, ce qu'on appelle les narratifs, reflètent bien la réalité. Hein. Si c'est inscrit, fermé à la demande du créancier ou passé au profit et pertes ou toute autre mention dérogatoire, bien, il faut s'assurer que ça soit corrigé. Et l'historique des dates aussi, que la dernière date d'activité dans un compte, c'est par celle-là qu'on peut voir la dernière mise à jour. Donc, on s'assure que tout est non équivoque, exact et de fait. Donc, bien important. La mise à jour du dossier de crédit maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il y a plusieurs façons. Qui peut apporter des modifications au dossier de crédit d'un consommateur? Bien, d'abord, il y a le consommateur lui-même qui peut le faire de deux façons. Donc, soit par la méthode sans recours ou avec recours. Donc, s'il fait la méthode sans recours, c'est avec le formulaire de correction fourni par les agences d'évaluation de crédit qu'on peut remplir là, sur Internet et envoyer. Mais sachez que les agences de crédit se font juge et partie à la fois. Donc, ils ne vont pas nécessairement toujours répondre à vos attentes là, même sur le jargon ou le lexique que vous allez utiliser. Les gens, des fois, ils ont une incompréhension du système de crédit. Ils vont demander des choses qui sont pas conformes ou qui sont frivoles et souvent vont se voir refuser certaines choses. Donc, euh, cette démarche-là, pour faire des mises à jour, ça peut aller. Pour contester, par exemple, c'est plus problématique. Souvent, les gens vont essuyer des refus ou ça va prendre un temps indéterminé avant que la correction soit faite. Ou encore, souvent, ce qui va arriver, c'est que l'information va être corrigée, mais quand le fournisseur de crédit va envoyer son ruban, eh bien, l'information va être écrasée puis l'erreur va revenir. Alors ça, c'est très, très fréquent. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la correction sans recours. La correction avec recours, c'est avec la loi sur la protection des renseignements personnels. Le consommateur peut le faire lui-même. C'est une seule lettre qu'il a à écrire et à envoyer. On va le voir d'ici la fin de la présentation. C'est quoi cette lettre-là? Ensuite, il y a un avocat qui peut le faire pour de la mise à jour, de la contestation. Évidemment, c'est avec recours, puisque à ce moment-là, les agences de crédit sont imputables, ils doivent répondre dans un certain délai. Même chose pour ce qu'on a vu précédemment avec le consommateur. Lorsque c'est fait avec recours, ils ont une obligation en vertu de la loi de le faire. Et s'ils ne le font pas, ils sont passibles de recours et d'amende. Donc, un avocat peut le faire. Un courtier hypothécaire peut le faire aussi avec un formulaire que le courtier hypothécaire a en sa possession, qui lui permet d'apporter des mises à jour seulement. Donc, il ne peut pas contester de l'information, c'est évidemment sans recours, et c'est de l'information qui peut être corrigée seulement dans le but de conclure un prêt hypothécaire. Donc, vous ne pouvez pas, si vous voulez vous acheter une voiture pour corriger votre dossier de crédit, vous ne pouvez pas demander à un courtier hypothécaire de le faire. Donc, le courtier peut le faire seulement si c'est pour conclure un prêt hypothécaire. Et sachez qu'il y a des frais d'environ 20 ou 25 pour chaque correction qui est chargée directement au courtier là, pour apporter ces correctifs-là. Et ces correctifs-là peuvent être faits là, dans un délai de 5 à 10 jours. Mais rappelez-vous, ce ne sont que des mises à jour, mais c'est quand même assez utile. Maintenant, les procédures et contestations. Donc, on a parlé au début, en début de présentation, d'entrée de jeu, qu'il y a deux organismes là, qui surveillent
les agences de crédit qui veillent à l'application de la loi. Donc, on a l'Autorité des marchés financiers qui surveille les pratiques commerciales d'Equifax et TransUnion, et à laquelle aussi les consommateurs peuvent porter plainte contre Equifax et TransUnion s'ils ne sont pas bien servis ou que leurs droits ne sont pas respectés. Et il y a la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui encadre les pratiques, en fait, tout ce qui est en matière de renseignements personnels auprès des institutions financières, des fournisseurs de crédit et des agences de crédit. Et l'organisme qui chapeaute tout ça et qui a mandat d'encadrer la loi, c'est la Commission d'accès à l'information du Québec. Donc, procédure de rectification en vertu de la loi pour la mise à jour de renseignements nominatifs et d'archives publiques. Donc, comment ça fonctionne? C'est que si vous voulez faire corriger une information qui est relative à une archive publique, donc un jugement, une faillite, une proposition, un compte en recouvrement, on doit faire une demande de rectification adressée à l'Agence d'évaluation de crédit. Donc, on fait cela, on doit joindre le document attestant à l'état de la mise à jour qui doit être rectifié, donc par exemple la quittance. Ensuite, on doit joindre 2 pièces d'identité avec photo recto verso et envoyer ça par courrier recommandé. On va voir là, la demande de rectification. Il y a un modèle type qui est proposé par la Commission d'accès à l'information que les consommateurs peuvent utiliser ou les courtiers hypothécaires. Donc, ça, c'est la procédure pour un archive public. Maintenant, pour un fournisseur de crédit, donc on veut corriger une information, par exemple, chez Mastercard, Banque nationale, Visa Desjardins. Donc, il y a une information qui n'est pas à jour ou qui nécessite d'être rectifiée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au lieu d'envoyer la demande de rectification à Equifax et TransUnion, on va l'envoyer directement au créancier qui rapporte sur le dossier de crédit, donc le fournisseur de crédit qui envoie son ruban tous les mois. Parce que si je corrige l'information chez Equifax, mais je ne le corrige pas à la base du problème, c'est-à-dire le membre rapporteur, eh bien, l'information va revenir constamment et ça va toujours être à recommencer. Donc, il faut corriger l'information à sa source. Donc, on va faire une demande de rectification auprès du fournisseur de crédit. On va joindre les documents attestant l'état de l'information à rectifier, donc par exemple une quittance ou tout autre document, 2 pièces d'identité et on envoie ça par courrier recommandé. Donc, ça, c'est pour les fournisseurs de crédit. Maintenant, pour un dossier de faillite ou de proposition. Donc, si vous avez été ou votre client a été libéré d'une faillite ou d'une proposition, plutôt que d'envoyer ces demandes de rectification à tous ces créanciers qui étaient inclus dans la faillite ou la proposition, ce qui n'aura pas de sens parce que là, ça va prendre à peu près 40 demandes de rectification, eh bien, sachez qu'il y a une procédure avec Equifax et TransUnion où il y a une seule demande de rectification qui est envoyée à Equifax, une à TransUnion, et dans lequel ils vont faire toutes les corrections sur le dossier de crédit. Donc, on vous invite à visionner la capsule sur les faillites et propositions sur notre plateforme qui va vous expliquer exactement comment faire. Ensuite, on fait une demande de rectification à TransUnion et Equifax seulement. On va joindre le formulaire 79 qui vient du syndic. En fait, c'est la liste des créanciers qui étaient inclus dans la faillite et la proposition. On va joindre 2 pièces d'identité et on va envoyer ça par courrier recommandé. Et à l'intérieur d'un délai de 30 jours, c'est traité et corrigé. Maintenant, petit détail très important à savoir. Le consommateur doit s'assurer de mettre à jour ses informations personnelles auprès de tous ses fournisseurs de crédit afin de s'assurer de la cohérence des rubans de ces derniers. Donc, je vous explique. Supposons là, qu'à l'âge de 18 ans, moi, je contracte une Visa TD. Et là, je marque que je travaille chez Dépanne-Escompte puis je suis étudiant. Donc, tous les mois, Visa TD va rapporter à travers le ruban sur mes 2 dossiers de crédit que je travaille chez Dépanne-Escompte Couche-Tard, je gagne 16 000 puis que je suis étudiant. Et là, un an plus tard, je demande un téléphone cellulaire. Et là, je vais chez TELUS, par exemple. Et là, je déclare mon employeur, je déclare que je suis étudiant. Maintenant, je travaille chez Bombardier. Alors là, TELUS vont rapporter tous les mois que je travaille pour Bombardier, alors que Visa TD, eux, rapportent que je travaille chez Dépanne-Escompte Couche-Tard. Et là, un an plus tard, je prends un prêt auto. Et là, finalement, je travaille chez Pratt Whitney.
Et là, je déclare que je gagne 60 000 par année. Et là, j'ai trois fournisseurs de crédit qui rapportent de l'information qui n'est pas à jour, donc qui n'est pas exacte. Et là, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, l'information va s'entremêler et là, ça va devenir un vrai cafouillis. Et là, 20 ans plus tard, quand je vais tirer mon dossier de crédit ou 10 ans plus tard, eh bien, l'employeur ne sera pas à jour et il va avoir plein d'erreurs comme ça. Donc, bien important, on appelle chacun de nos fournisseurs de crédit et on met à jour nos informations relatives à nos emplois, nos adresses, bref, tout ce qui nous concerne. Donc, bien, bien important de faire ça. Et vous allez voir que ça va corriger nombre d'erreurs en l'espace de 30 jours, juste le fait d'appeler vos fournisseurs de crédit puis mettre à jour l'information là. Alors, les demandes de rectification que vous allez faire de l'autre côté, ils ne seront pas vaines. L'information va changer le mois d'après et vous allez voir l'ensemble de votre dossier de crédit qui va s'améliorer. Donc, toujours adresser votre demande de rectification au responsable de la protection des renseignements personnels de l'institution financière à l'adresse spécifiée sur leur site Web. Alors, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Bien important, lorsqu'on fait une demande de rectification, soyez pas inquiets, on va vous montrer un modèle à utiliser. Vous devez toujours aller chercher l'adresse et avec la fameuse loi 25, maintenant, sont obligés de donner sur leur site Web le nom de la personne responsable qui veille à l'application de la loi. Donc, c'est à cette personne-là, au Bureau de la protection des renseignements personnels, que vous allez écrire votre demande de rectification pour corriger votre dossier de crédit. Alors ici, on va aller voir directement sur le site de la Commission d'accès à l'information. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement glisser la fenêtre ici à l'écran et on va regarder ça ensemble. Donc, ici, c'est le site de la Commission d'accès à l'information du Québec. Donc, c'est l'organisme qui veille à l'application de la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, ici, on va descendre comme ça. On va aller voir pour. Donc, on a des services pour le citoyen, des entreprises privées, ministères, organismes publics et partis politiques. Donc, ici, on s'en va dans citoyen. Une fois que je suis dans citoyen ici, ça dit que la loi protège mes renseignements personnels. Donc, je vais aller voir ici dans mes droits, vos droits. Alors ici, ce que vous pouvez faire en tant que citoyen ici, donc, faire rectifier un renseignement personnel. Alors, je vais cliquer ici. Et là, ça dit que dans n'importe quelle entreprise, je peux faire corriger une information qui soit inexacte, incomplète ou équivoque. Et ici, j'ai les demandes que je peux faire par écrit. Donc ici, le premier, c'est pour les organismes publics. Là, ce qui nous concerne ici, ce sont les entreprises privées. Donc ici, je vais faire une demande écrite auprès de l'institution financière. Donc, je vais cliquer là et vous allez voir apparaître un modèle de demande de rectification. Donc, on peut le voir ici. Donc, on inscrit ici, on peut l'avoir aussi en version Word pour être capable de la forger soi-même. Donc, on va inscrire le nom de l'institution financière avec soit le département du Bureau de la protection de la vie privée ou la protection des renseignements personnels ou le nom de la personne responsable. Et ici, on peut voir donc, dans l'objet demande de rectification des renseignements personnels, Monsieur, Madame, en vertu de l'article 28 ou 30 de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, je désire que vous corrigez. Et c'est là qu'on va inscrire qu'est-ce qu'on veut rectifier dans le dossier de crédit. Donc, vous allez énumérer chacun des éléments que vous désirez faire corriger si votre demande est adressée à Equifax ou TransUnion, ou si vous l'adressez directement à une institution financière pour faire corriger une information qui est rapportée par cette information financière, par cette institution financière, bien, vous pouvez le faire. Sachez que vous ne pouvez pas demander à la Banque nationale de corriger des informations de Desjardins. Il faut vraiment s'adresser aux créanciers inscripteurs. Donc, on demande ici les corrections. Ensuite, on dit veuillez apporter les rectifications et vous signez tout simplement en bas en mettant vos pièces d'identité et vous envoyez ça par courrier recommandé. Donc, c'est la procédure à faire. Maintenant, une fois que c'est envoyé, l'institution financière ou l'agence de crédit dispose d'un délai de 30 jours pour vous répondre. Donc, soit qu'ils vont répondre qu'ils acceptent et que la mise à jour va être faite, tout est corrigé. Et je vous dirais qu'en principe, là, dans à peu près 80 des cas, si ce n'est pas plus,
l'information, elle est corrigée. Les institutions financières sont habituées de travailler avec ça. Maintenant, si l'institution financière refuse d'apporter la correction, eh bien, ici, on vient en arrière et là, on s'en va dans la section vos droits, vos recours, on s'en vient ici. Et là, on peut déposer ce qu'on appelle une demande d'examen de mésentente. Alors, on descend ici. Donc, ici, contester la réponse d'une demande d'accès, de rectification ou de désindexation, on s'en vient ici. Et là, on s'en vient là. Et là, formulaire, déposer une demande de révision et d'examen de mésentente. Donc, vous cliquez ici. Et c'est un formulaire là, qui est une seule lettre à compléter ici, qui est dynamique. Vous avez, donc, vous rentrez l'information de votre information personnelle pour vous identifier ici en tant que consommateur, les informations de votre avocat si vous en avez un, les informations du créancier à laquelle vous avez adressé votre demande de rectification, la réponse ou le refus que vous avez obtenu, ou la réponse partielle, vous signez et vous envoyez ça avec tous les documents, donc une copie de la demande de rectification, une réponse de la banque qui a refusé, et vous envoyez ça aux adresses citées dans le formulaire juste ici. Donc, une fois que vous faites cette demande-là, eh bien, c'est là que le recours est entamé devant la Commission d'accès à l'information et qu'un avocat de la Commission d'accès à l'information va se charger de contacter les parties et tenter d'arriver à une médiation. Et s'il n'y a pas de lieu à la médiation, eh bien, ça va aller devant un recours, devant le registraire. Donc, sachez que généralement, là, en 30 jours, la majorité des institutions financières vont corriger l'information si votre demande elle est légitime, là, puis elle est correcte. Si vous demandez des trucs frivoles, c'est possible que ça ne fonctionne pas, que ça soit refusé. Mais vous pouvez demander à la commission de pouvoir être représenté par l'avocat de la commission là, pour régler ce litige-là. Maintenant, vous pouvez également demander à votre courtier hypothécaire, lui, il ne peut pas vous représenter car il n'est pas avocat, mais le courtier hypothécaire peut agir en tant qu'intervenant avec vous. Vous devez demander à la commission d'accès à l'information de le mettre comme témoin et ce dernier là, peut vous aider dans la procédure avec la commission. Maintenant, en tant que professionnel, donc en tant que courtier hypothécaire, banquier ou même notaire, avocat ou ainsi de suite, vous pouvez apporter de l'assistance en matière de rectification. Même chose pour un courtier immobilier. Donc, vous pouvez accompagner votre client. Vous ne pouvez pas faire le travail pour lui. Vous ne pouvez pas adresser les lettres en son nom. Vous pouvez les rédiger pour lui, lui fournir et qu'il les envoie ou vous-même les envoyer, mais vous ne pouvez pas représenter le client. C'est seulement un avocat peut le faire, mais vous pouvez l'accompagner pour le faire. Donc, en tant que professionnel, vous avez votre formulaire d'Equifax pour les mises à jour seulement, donc on parle d'un délai de 5 à 10 jours. Ensuite, il y a le site de la Commission d'accès à l'information, comme on a vu, qui peut être utilisé pour rectifier une information. Il y a le service de coaching que j'offre aux professionnels. Attention, j'offre pas ça aux consommateurs, c'est strictement aux professionnels. Donc, si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez me consulter ou vous pouvez suivre la formation sur comment corriger et accompagner les clients à corriger leur dossier de crédit avec cette démarche-là qui est la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, on va vraiment l'approfondir. On va voir tous les dédales de comment ça fonctionne et avoir des résultats optimaux du premier coup. C'est sûr que les consommateurs, quand ils vont tenter par eux-mêmes de faire ça, ils vont souvent frapper un mur, ils vont avoir des difficultés parce qu'ils ne connaissent pas tout le fonctionnement du système de crédit comme tel. Alors, en tant que professionnel, vous pouvez suivre la formation d'accompagnement pour être en mesure d'accompagner vos clients à faire ces demandes de rectification-là. Et cette formation-là est accréditée par l'Autorité des marchés financiers pour le programme de formation continue en courtage hypothécaire. Donc, ici, là, vous avez vraiment la vraie et bonne démarche à faire. Maintenant, en tant que consommateur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rectifier votre dossier de crédit? Bien, vous pouvez vous adresser à un courtier hypothécaire si c'est dans le cadre de l'obtention d'un prêt hypothécaire. Vous pouvez faire vous-même la démarche sur le site de la Commission d'accès à l'information du Québec.
Ou si vous désirez un service clé en main, il y a certaines cliniques de crédit qui vont offrir de le faire pour vous avec un avocat ou s'ils le font sans avocat, là, c'est problématique. Ça ne sera pas possiblement pas tout à fait conforme, mais en principe, si c'est fait avec un avocat, il n'y a aucun problème. Il vous fait passer ou vous adresser directement à un avocat pour le faire. Ou en tant que consommateur, vous pouvez suivre vous-même aussi la formation là, qui est au coût d'environ 1 800 $. Il y a des rabais en ce moment là, aussi il y a différentes promotions en cours. Donc, vous pouvez le faire vous-même. On finance la formation jusqu'à 12 mois. Alors, vous pouvez apprendre à le faire vous-même et aider les membres de votre famille ou vos proches. Donc, cette formation-là sur la correction des dossiers de crédit, elle est offerte à tous, sans exception. En cas de refus total ou partiel, comme j'expliquais, donc, un exemple, là, je reçois mes 2 dossiers de crédit, je vois qu'il y a un jugement qui apparaît sur mon dossier de crédit, et là, c'est marqué dispositif inconnu, ça bloque pour un prêt hypothécaire. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dois obtenir une déclaration de satisfaction de jugement. Donc, j'appelle l'avocat de la partie adverse, je demande la déclaration de satisfaction de jugement, j'envoie ça avec ma demande de mise à jour chez Equifax. Et là, finalement, ça peut être accepté ou refusé. Généralement, c'est toujours accepté. Mais par exemple, j'aurais un compte que je veux contester. Alors, j'écris à Equifax, j'envoie une demande de rectification. Là, je dis, bien, le compte Banque Nationale qui est là, Mastercard, ça ne m'appartient pas. Je n'ai jamais eu de carte avec eux. Eux, ils me répondent, suite à ma demande de rectification, que ça va rester là pendant 6 ans. Et là, je désire contester. Bien, qu'est-ce que je fais? Je vais, je vais faire ma demande de rectification, ils vont refuser, et là, ensuite, je vais faire la demande d'examen de mésentente, et c'est ça qui va introduire le recours devant la commission. Rendu là, c'est la commission qui va s'occuper avec le client de régler le litige. Donc, ce n'est pas la responsabilité du courtier hypothécaire ni du courtier immobilier. Sachez qu'en tant que professionnel, ça vous limite seulement à accompagner le client à faire sa lettre de rectification. Donc, l'avantage pour vous, là, c'est que vous n'avez pas d'obligation de résultat en tant que professionnel, puisque c'est un service d'accompagnement que vous offrez et c'est le client lui-même qui va faire, qui va signer ses lettres et qui va l'adresser auprès des fournisseurs de crédit ou auprès d'Equifax et TransUnion. Donc, bien important, nous, on va vous permettre d'avoir la formation qui va vous familiariser avec tout ça et d'être performant avec vos clients et d'avoir des résultats optimaux. Donc, on arrive à la conclusion et malheureusement, je dois vous informer que pour la période estivale, eh bien, on va prendre une pause pour les mercredis et on va reprendre en septembre 2024. Alors, au plaisir de vous revoir. Si vous avez des questions en tant que professionnel, vous pouvez communiquer avec nous. Si vous avez des questions en tant que consommateur, vous pouvez communiquer avec un courtier hypothécaire. Malheureusement, je n'offre pas de service aux consommateurs comme tel, outre que la formation sur la correction des dossiers de crédit. Si vous voulez la suivre, vous avez tout simplement à vous inscrire sur notre plateforme afpf.ca. Tout le monde est accepté, c'est financé 12 mois. Donc, je vous invite à le suivre ou elle peut être payée en un seul versement. C'est à votre discrétion. Donc, au plaisir de vous revoir en septembre. Sur ça, je vous souhaite une période estivale agréable, du beau temps et beaucoup de plaisir. Donc, en terminant, je vous laisse ici sur quelques informations quant à nos formations. Alors, pour les professionnels ici, ceux qui veulent suivre une formation sur comment détecter les faux avis de cotisation, eh bien, on donne une formation qui est en partenariat avec Desjardins et Sagene, donc qui explique comment faire la détection de faux documents. Ensuite, on a une formation sur quand le crime organisé veut vos condominiums. Donc, on vous explique ce stratagème, là, comment ça fonctionne. Ça donne 2 UFC avec l'OASIC et l'AMF. Même chose avec la formation précédente sur les avis de cotisation. 2 UFC avec l'AMF et l'OASIC. On a fraude et cybercriminalité, formation qui donne un UFC également avec l'OASIC et l'AMF, qui est donnée par le général Gaston Côté, qui est une sommité en matière de cybersécurité pour le Canada. Alors, très intéressant à suivre comme formation.
On a une formation en KYC qui veut dire connaître son client. Donc, comment vérifier l'intégrité d'un partenaire immobilier. Donc, vous désirez vous lancer comme investisseur, vous êtes un courtier immobilier, vous voulez en connaître plus sur vos clients ou sur des partenaires. Donc, on vous montre comment faire une recherche d'intégrité dans les bases de données ouvertes là, ou publiques. Donc, très intéressant comme formation. Vous pouvez découvrir plein de choses là-dessus, notamment sur le passé de plusieurs personnes. Ensuite, c'est une formation qui donne 3 UFC avec l'OASIC, l'AMF et le barreau. Comment authentifier un permis de conduire, même chose ici, formation en fraude documentaire qui vous explique comment détecter les points de sécurité sur un permis de conduire et la formation correction des dossiers de crédit, la formation complète sur la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Alors voilà, on arrive à la fin. On va ouvrir maintenant pour la période de questions. Alors, les questions, évidemment, ne seront pas enregistrées sur la version YouTube. Donc, c'est maintenant la période de questions.